Bien, mesdames et messieurs, bonjour. On demande toujours si vous entendez tout là-haut. Et nous répétons que les personnes qui ont l'oreille dure, comme on dit, peuvent se mettre sur les côtés parce qu'il y a les haut-parleurs sur les côtés. D'accord ? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes conviés tous par un voyage extraordinaire, genre Jules Verne. C'est monsieur Frédéric Lavacherie, ici présent, qui sera notre Jules Verne. Ça va jusqu'ici, ça va. Bien entendu. Et il va vous raconter donc énormément de choses qui vont vous passionner, j'en suis sûr. Frédéric Lavacherie est né à Bruxelles. Alors ça tombe bien parce que nous invitons souvent des Belges et nous les aimons beaucoup. Ils nous enchantent. Certains, quand ils viennent, nous apportent un petit paquet de bière. On est très honorés. Et donc je continue avec M. Frédéric Lavacherie. En 1962, notre invité se retrouve à Paris, près de son père Haroun Tazieff, mais en 1968, il profite de la fièvre jaune, qui, vous le savez, s'est transformée en fleuve jaune, pour abandonner et le père et les études. C'est pas bien. Et se dévouer pour des causes sociales et humanitaires. Ça, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il va s'établir comme menuisier au pied du mont Mézenc. Alors, c'est un mont qui n'est pas très haut, mais dessous, il y a un volcan. Alors, il va développer dans cette Auvergne un peu sauvage la bonne lecture des paysages grâce aux leçons paternelles et évidemment il va faire aussi pour crapahuter dans ces régions-là des efforts physiques dont il va peut-être nous parler. Il fonde en 2008 le Centre international Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre, mettant ainsi l'œuvre scientifique, l'œuvre culturelle et l'œuvre cinématographique de son père au service de tous. Voilà. Donc, vous avez entendu là quelques confidences que vous ne trouverez pas sur Internet, et quelques-unes de ces confidences m'ont été soufflées par M. Jean-Christophe Sabroux, dont nous nous honorons de la présence ici ce soir. Nous l'avions invité, je crois que c'est en 2022-23, il y a quelque temps, donc, pour parler du climat et de la volcanologie. Je vous avoue qu'il m'épate parce qu'il sera demain à Marseille pour parler du radon, un gaz de l'atmosphère, un drôle de citoyen, ce gaz, puisqu'il est instable. Il est rare, mais on le trouve partout, et il est radioactif. Donc je suis sûr que M. Sabroux pourrait nous concocter, parce qu'on cherche beaucoup des gens comme lui, une petite conférence sur les gaz rares, une conférence savante, bien sûr, tout en restant populaire. Voilà. Tout à l'heure, mon amie Gisèle va vous confirmer que le 13 juin prochain, nous serons à Troyes, à la Maison des Associations, et ce sera un vendredi. On le retiendra parce que ça sera un vendredi 13. Voilà. Toutes ces choses étant dites et la Terre étant ronde, nous pouvons maintenant allumer nos neurones et éteindre nos portables. Alors je vais passer la parole à Gisèle qui a des choses importantes à vous dire. Non, moi c'est des choses... Ce sont des choses pratiques, c'est-à-dire la première, c'est que, étant donné que nous avons des difficultés avec la société Brévaux qui envoie les lettres
d'information de notre association. Nous allons repasser pour le moment en manuel, et donc seuls les adhérents et les personnes qui ont donné leurs adresses mail vont recevoir la lettre dans un premier temps. Donc si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas encore enregistré, il y a là-bas une feuille où vous pouvez noter votre adresse mail ou votre adresse postale. La seconde information, ça concerne effectivement la conférence suivante qui aura lieu donc le 13 juin à Troyes, à la Maison des Associations. Et donc ce sera une conférence qui sera à 2 voix avec 2 enseignants universitaires. Donc Yves-Patrick Coleno, qui est enseignant-chercheur en didactique en sciences économiques, et Hervé Blanchard, qui est aussi enseignant-chercheur en sciences économiques. Et tous les deux parleront d'un sujet qui a trait au lexique de l'économie tel qu'il est enseigné en lycée. Les sciences économiques et sociales sont enseignées depuis 1967, donc c'est relativement récent comme enseignement, mais néanmoins le lexique change régulièrement. Et donc, c'est ce changement de lexique en fonction également du changement de la société qui constitue aussi un enjeu politique et dont il sera fait état lors de cette conférence. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Lavacherie. Merci. J'ai rencontré Tazieff en 1972. Au commissariat à l'énergie atomique, où je faisais ma thèse, qui n'avait rien à voir avec les volcans, mais avec la pollution atmosphérique. On commençait dans le début des années 70 à se préoccuper de l'environnement. Tazieff n'utilisait pas ce mot à cette époque, on disait la nature. Et la nature, on voyait bien qu'on était en train de la changer, ne serait-ce que, certains s'en rappellent avec les bombes atomiques, ils nous détraquent le temps avec leurs bombes atomiques. C'était plutôt dans les années 60, 61, 62. On avait quand même 3 par semaine qui explosaient dans l'atmosphère. Beaucoup ont oublié ça. Ça fait à peu près 10 000 Hiroshima en une vingtaine d'années. Donc il est urgent de se préoccuper de l'environnement, de la nature. J'ai fait ma thèse donc sur les panaches de centrales thermiques, parce qu'à cette époque-là, on brûlait du pétrole pour faire de l'électricité. Le plan Mesmer n'était pas encore lancé, et nos centrales nucléaires, il y en avait très peu. Et pour mesurer le dioxyde de soufre qui sort des cheminées des centrales thermiques qui sont maintenant toutes arrêtées, Porcheville, Le Havre. Je ne sais pas pourquoi. Je disposais d'un appareil qui permettait de mesurer à distance. Ici, mais je ne sais pas. Et donc Tazieff était très intéressé par cet appareil en disant ça serait bien de l'essayer sur les volcans. Et voilà comment ma carrière de volcanologue a commencé à l'ETNA avec cet appareil. On sillonnait l'autoroute qui va de Catane à Messine, qui passe sous le panache de l'ETNA. Et en coupant ce panache, optiquement, on pouvait, connaissant la vitesse du vent, la taille du panache, la concentration de dioxyde de soufre dans le panache, en déduire le débit de SO2 qui sortait de du cratère de l'Etna. 3000 tonnes par jour de dioxyde de soufre. Alors, EDF disait, nous, on n'en fait que 200. Alors, bien sûr, mais on leur disait, votre cheminée est moins haute. Et puis voilà. Et puis j'ai travaillé avec Tazieff pendant 20 ans, parcouru le monde, et j'en ai retiré un souvenir ébloui d'avoir côtoyé une personnalité de cette dimension. Et c'était pas facile parce que, d'ailleurs, Frédéric pourra le dire, il avait un caractère tranché et tranchant. Voilà. C'est un souvenir merveilleux et tous ceux de son équipe gardent ce souvenir. Et ils savent qu'ils ont vécu une expérience exceptionnelle de
parcourir les volcans avec Taziev qui savait tellement bien lire le paysage. Et il était, mais ça il le dira aussi, impressionné par la beauté. C'est la beauté des paysages qui l'a amené vers la volcanologie. Et ensuite, le plaisir de la connaissance, d'apprendre et de partager le savoir, ce que fait son fils. Ici même, tu y es arrivé? Oui, ça va, plus ça dur, fonctionne, c'était ça plus fonctionne. difficile. Ça Donc, le micro servira aussi Le micro, pour il est entendre. là. Moi, Oui, mais pour entendre la vidéo. Ah oui, mais il servira à ce moment-là. Attends, une seconde, parce que moi, je ne le ferai pas dans mon diaporama. Si tu pouvais résumer de façon synthétique l'apport de Garouk à la science, aux sciences de la Terre, en quelques mots. Je l'évoquerai, mais je ne vais pas détailler. Je n'ai pas révisé, ça fait longtemps. Hein. Non, mais c'est un très bon test. Donc la géologie, c'était les volcanologues avant Taziev. Il y a eu des Américains au début du XXe siècle. C'était ce que disait Taziev, des médecins légistes. Ils attendaient que le volcan soit mort pour aller étudier les cailloux, les laves. Médecin légiste, tandis que lui avait cette autre approche, dire il faut s'intéresser au volcan quand il est en activité et s'intéresser au moteur et non pas au véhicule. Le véhicule c'est la lave et le moteur c'est les gaz. Le volcan est une machine thermique, les gaz se détendent et projettent, donc les bombes font monter le magma des profondeurs ou quand ce gaz est à forte pression, projette des bombes à des hauteurs qui vont parfois jusqu'à la stratosphère. Donc passer de l'étude des laves, la pétrographie, ça s'appelait, ça s'appelle toujours, à l'étude des gaz, c'était finalement un travail d'ingénieur. Il s'était entouré d'ingénieurs beaucoup plus que de géologues. Et donc son apport, ça a été de montrer qu'on pouvait accéder au plus près des manifestations éruptives, ce que les géologues ne faisaient pas. Et donc, ce faisant, allant au plus proche de l'activité éruptive, cela lui a permis de faire avancer la connaissance des mécanismes éruptifs, avec bien sûr comme horizon la possibilité de prévoir les éruptions. Comprendre pour prévoir. Voilà la démarche de Taziev. Et maintenant, il y a beaucoup de volcanologues dans le monde entier qui ignorent ou qui ont oublié volontairement ou involontairement tout ce qu'ils doivent à Taziev. Certains le disent, ma vocation, c'est parce qu'un jour j'ai rencontré Taziev sur un volcan et à partir de là, j'ai compris que c'était un domaine de recherche qui est extrêmement gratifiant parce que beaucoup de choses restaient à découvrir. Merci. À toi, Frédéric. Oui. C'est toi, hein, cette fois. Hein. Moi, c'était il y a 20 ans. Pardon? Ça a l'air de se passer bien. Ça a l'air d'aller. Alors bonsoir tout le monde. Je vais vous faire on pourrait faire 20, 30, 50 séances comme ce soir sur Taziev avec chaque fois une approche, une thématique différente. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas trop parler de volcanologie, mais quand même, oui, parce qu'il s'agit de la traversée du XXe siècle par Arun Taziev. Alors, ce sont certains aspects de cette traversée, et un aspect majeur que je ne traiterai pas parce qu'il n'y a pas le temps, mais c'est la traversée par Taziev et sa famille, la traversée de cette période marquée par la montée des périls, la montée du fascisme, la montée du nazisme, et ensuite la résistance sous l'occupation. Et puis ce qui s'en est suivi lors de la libération. Ça pourra faire, si vous le souhaitez un jour, je pourrais vous faire cette tranche-là de la traversée du XXe siècle par Arun Taziev. Alors pour illustrer cette traversée, j'ai cherché ce que je pouvais trouver comme illustration sur Internet, et j'ai été tout à fait surpris de trouver cette image. C'est un site très, très humoristique, voilà, le 11 mai 1914. Alors, il est né le 11 mai 1914.
Le 11 mai 1914, Haroun Tazieff, le plus célèbre des alors ils disent vulcanologues, fait irruption dans le monde et ils ont fait ce petit montage que je trouve quand même assez comique. Alors, ils disent vulcanologue. Alors ça aurait ulcéré mon cher père de Tazieff, le bonhomme Tazieff, parce que lui disait la vulcanoplastie s'occupe de mettre du soufre dans le caoutchouc pour le rendre souple. Et donc les vulcanologues, ce sont des ingénieurs qui travaillent chez Michelin ou quelques concurrents. Non, les gens qui s'occupent des volcans sont des volcanologues. Voilà. Donc, alors, sur ce même site, il y avait ceci que je trouve très, très curieux. Alors moi, comme il me faut des loupes pour lire, vous le lirez plus facilement là. Enfin, je vais quand même vous le lire avec vous. Le monde en fusion. Ah ben voilà, il y a ce qu'il faut. Voilà, hop, difficile à régler. Voilà, j'aime pas ça, ça va pas. Vous arrivez à lire ce qui est marqué? Non? Il y a quelqu'un qui a les yeux suffisamment bons pour le lire? Personne. Alors je vais me déplacer et le lire à l'écran parce que je trouve que c'est quand même assez marrant. Alors, le monde en fusion, naissance d'un génie géologique. Une éruption matricielle donne naissance au petit Haroun Tazieff. Ce 11 mai 1914, alors que la Terre tremble au rythme des conflits européens imminents, une autre éruption secoue l'humanité. Haroun Tazieff sort du ventre maternel en émettant un nuage de gaz volcanique. Les sages-femmes, obligées de porter des combinaisons inifugées, décrivent une scène comparable à l'éruption du Krakatoa, mais en plus bruyant. On n'a pas coupé le cordon, il s'est auto-désintégré dans la lave. Alors, ça c'était un article du Monde en fusion. Un article de l'Obstétricien. Bébé volcan, il fume, il crache, il fait trembler les sages-femmes. À peine né, le petit Tazieff émet ses premiers gaz. Son premier cri a été mesuré à 6 sur l'échelle de Richter. La maternité Saint-Lava est aujourd'hui un cratère classé site naturel. Premier biberon, 50 millilitres de magma. Premier eau, déclenchement d'un mini-tsunami en salle de néonatologie. Alors, le journal L'Aberration. Pas d'éruption à la maison, criait sa mère. Le petit Haroun pleurait avec une telle intensité que les vases se fracturaient d'eux-mêmes. J'ai accouché d'un geyser, pas d'un fils, aurait déclaré Madame Tazieff. Son parc pour bébés était une zone de danger balisée par l'UNESCO. Le Varsovien, seul enfant dont le premier mot fut pyroclastique. À 18 mois, il corrige les manuels scolaires. À 3 ans, il présente son TEDx. Pourquoi le Vésuve n'a rien compris à la pression? Tazieff ne disait pas maman, mais magnétite. Il aurait appris à lire dans une coulée basaltique. France Info Lave. Tazieff ne jouait pas au docteur, mais au sismologue. À l'heure où les enfants jouent au vétérinaire, lui auscultait les micro-fissures dans les trottoirs. Il utilisait un stéthoscope pour écouter les ronflements des plaques africaines. Voilà, j'ai trouvé ça assez comique. Mais c'est récent. Ça signifie qu'il y a quand même des jeunes gens qui s'intéressent à Tazieff, parce que pour pondre ce truc-là, il fallait quand même s'être renseigné à peu près correctement. Alors, Empédocle se jetant dans l'Etna. Régis Debray a dit « Souhaitons que le cas Tazieff intègre demain l'histoire de la philosophie et de la science ». Régis Debray a dit ça dans un livre que France Tazieff et Jean Lacouture ont consacré à Haroun. Si mes souvenirs sont exacts, c'était dans les années 2004-2005. Je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et donc Régis Debray a fait un article dans ce bouquin, un très beau bouquin paru aux éditions Glénat, qui s'appelle, je ne sais plus comment. Tu as le souvenir, Jean-Christophe? Une vie de feu, Haroun Tazieff, Une vie de feu, qui est un recueil de témoignages des compagnons de Tazieff, des gens qui ont travaillé avec lui dans différents domaines, et c'est un livre très 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 intéressant aux éditions Glénat. Je ne sais pas s'il existe encore en librairie, probablement pas, mais ceux que ça pourrait intéresser, vous le trouverez certainement en occasion. Et donc Régis Debray a dit « Souhaitons que le cas Tazieff intègre demain l'histoire et la philosophie de la science ».
J'ai, à la demande des éditions de l'Archipel en 2014, pour le 100e anniversaire de la naissance de Taziev, j'ai écrit une biographie d'Haroun Taziev que les éditions ont tenu à appeler Un volcan nommé Haroun Taziev, mais ce livre est épuisé. Ceux que ça pourra intéresser, vous le trouverez certainement d'occasion aussi. Mais j'ai mis cette phrase de Régis Debray en exergue du livre. J'ai eu beaucoup de mal à pouvoir contacter Régis Debray parce qu'il est dans une tour d'ivoire qui est doublée d'un blindage électromagnétique absolument infranchissable. Il y avait quand même quelques fissures et je suis arrivé à l'avoir au téléphone un jour et je lui ai demandé s'il pouvait me faire une critique de la biographie que j'avais pondue. Ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc, il n'avait pas du tout l'intention de répondre au souhait qu'il formule, lui qui est quand même philosophe. Souhaitons que le cas Taziev intègre demain l'histoire de la philosophie et de la science. C'est une très belle phrase. Dommage qu'ils ne se soient pas mis au boulot, parce que jusqu'à présent, personne sur ce plan-là ne s'est mis au boulot. Encore que, Jean-Christophe le connaît aussi, nous avons un jeune thésard en histoire, Arthur Mallet s'appelle, qui enseigne l'histoire à l'université de Grenoble, mais il enseigne à des gens qui doivent avoir 2 ans de moins que lui. Donc c'est un gars vraiment très, très, très intéressant et qui fait une thèse en histoire pour le moment sur Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau et Haroun Taziev. Et donc il est venu à plusieurs reprises chez moi, il est allé chez Jean-Christophe aussi, chez d'autres, et chez moi pour travailler sur les archives de la famille Taziev. Donc voilà, il y a quand même des jeunes qui sont dans l'interrogation de l'histoire et qui s'occupe de Taziev. Et j'ai un autre jeune, un jeune philosophe belge, qui lui aussi, comme philosophe, est en train de s'intéresser à Haroun Taziev. Donc il y a des jeunes qui se mettent au boulot parce que les vieux ne font pas leur boulot. Voilà. Donc, sauf Jean-Christophe, qui est le pauvre Jean-Christophe, je le bombarde de mails régulièrement parce que je soumets mes idées parfois saugrenues à sa critique scientifique très rigoureuse et en général vers la fin de l'année il répond d'un bloc à toutes les questions que je lui ai posées pendant les 12 mois précédents. Merci Jean-Christophe. Alors Empédocle a nié, Empédocle philosophe, philosophe grec, l'idée de création ex nihilo. Il est impossible que rien devienne de ce qui n'est pas. Donc il est impossible que rien devienne de ce qui n'est pas. Il n'y a ni création à partir du néant, ni destruction absolue. Toute naissance et toute mort ne sont que la combinaison ou la désunion d'éléments primordiaux. Ça, c'était, je crois, 5 siècles avant Jésus-Christ. Sa doctrine physique fait des 4 éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau, les principes composant toute chose. Empédocle est réputé pour être, par curiosité un peu trop téméraire, penché un petit peu trop dans le cratère de l'Etna, et il est allé explorer dans le cratère de l'Etna à jamais ce qui se passait tout en dessous. L'Etna, pour lui rendre honneur, lui rendre hommage, aurait recraché les sandales d'Empédocle. Ça, c'est la légende d'Empédocle. Alors, ce livre-là, Cratères en feu, que j'ai là, je vais vous en lire le premier chapitre, ça va durer un quart d'heure environ. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne saurait mieux découvrir Taziev qu'en le lisant, qu'on ne saurait juger de son action qu'en le lisant, de son caractère, dont Jean-Christophe vous a touché un mot, qu'en le lisant, et de son humanisme qu'en le lisant. Donc je vais vous lire le premier chapitre. Il est court, il est court. Mais je trouve que d'abord, il a une très très belle plume. Le premier chapitre s'appelle « Une promenade peu raisonnable ». Il met comme exergue une citation d'Arthur Rimbaud dans « Une saison en enfer », ça s'imposait évidemment. « J'ai avalé une fameuse gorgée de poison ». Alors, debout sur le sommet du cône grondant,
Avant même de retrouver mon souffle coupé par la rude escalade, je plonge mon regard dans le cratère. Surprise, 2 jours plus tôt, la lave rouge bouillonnait presque au ras de la lèvre gigantesque. Aujourd'hui, l'entonnoir m'apparaît vide. Tout ce magma incandescent a disparu, repris dans les profondeurs par le reflux d'une respiration mystérieuse. Mais à une quinzaine de mètres sous mes pieds, rougeoie, dans une sorte de vivante fureur, le large gosier de ce que les volcanologues appellent la cheminée d'alimentation. Un long instant, mes yeux ne peuvent se détacher de ce centre ardent, de cette étrange palpitation du gouffre. À des intervalles d'1 minute environ, annoncés par un claquement sec, des rafales de projectiles jaillissent, fusent droit vers le ciel, s'épanouissent en éventail de feu et s'abattent sifflantes sur les flancs extérieurs du cône. Un peu tendu, prêt au saut de côté, j'observe cette pluie de trajectoires menaçantes. À chaque sursaut de colère succède une courte accalmie. Des fumées brunes et bleues s'exhalent alors en lourdes volutes, cependant qu'un grondement sourd, pareil à celui de quelque monstrueux molosse, fait vibrer tout l'édifice du volcan. Mais les nerfs n'ont guère le loisir de se détendre, tant se presse la secousse sèche, la secousse sèche, l'éclatement, l'intensification momentanée de l'incandescence, le départ d'une salve nouvelle. Les bombes montent en ronronnant et leurs gerbes se dilatent là-haut pendant que tout entier je me tiens en suspens. Puis les chuintements, de plus en plus rapides, de plus en plus serrés, chacun d'eux terminé par un floc sourd de l'impact. Sur leur noir lit de scorie, les mottes de magma en fusion encore molles s'éteignent lentement l'une après l'autre. Quelques minutes d'observation m'ont suffi. Je me rends compte qu'aujourd'hui, en dehors des 3 zones étroites vers l'ouest, le nord et le nord-est, les bords du cratère ne sont guère battus par le barrage tellurique. Vers le sud, le sommet sur lequel je me tiens, protubérance qui relève à cet endroit le niveau général de la margelle, domine de 4 ou 5 mètres le reste de la circonférence, cette lèvre de scorie étroite, friable, plus rapprochée du feu, sur laquelle je ne me suis jamais aventuré. Je regarde ce chemin de ronde plutôt exposé, et peu à peu grandit en moi une envie qui devient irrésistible, puisque le niveau de la colonne lavique a si exceptionnellement baissé, ne serait-ce pas le moment de risquer l'exploit qui me tente, faire le tour complet du cratère. Cependant, j'hésite. Cette gueule dont la chaleur me touche comme un souffle animal, cette gueule me fait peur. Penché sur cet embrasement, il n'y a plus de géologue curieux des phénomènes, mais un primitif angoissé. Si je me laisse aller, je fous le camp. Au son de ma voix, le jugement me revient, la conscience de ce que je puis intelligemment tenter. De l'audace, encore de l'audace, oui, mais aussi prudence. Ne pas s'engager à l'aveugle me chuchote déjà une vieille expérience. Dominant à la fois l'appréhension et l'impatience, je prends quelques minutes encore pour considérer avec le plus grand soin le comportement du monstre. La solitude m'a habitué à parler seul, et c'est à voix presque haute que je m'octroie l'autorisation d'y aller. Bien sûr, c'est faisable. Remontons le collet, bouclons la patte de la veste de grosse toile. Si une sournoise escarbille allait me pénétrer dans le cou, j'enfonce sur mes derniers cheveux le vieux chapeau de feutre qui me tient lieu de casque et adieu va. Très prudemment, j'aborde les quelques mètres de descente fort raide qui séparent le sommet de la margelle à explorer. J'enjambe avec précaution une première crevasse incandescente, d'un rouge intense, vibrante de chaleur, on la dirait ouverte dans une masse de braise. La fraction de seconde qu'a duré ce pas a suffi pour roussir l'épais drap de Bonneval de ma culotte. L'odeur de la laine brûlée remplit mes narines. Ça promet. Une seconde fracture, diable, elle est plus large celle-ci. Enjamber ne suffit plus, il faudrait sauter. L'inclinaison m'impressionne. Debout, j'examine l'instable fuite de scorie qui doit me servir de terrain de réception. Si j'allais ne pas m'arrêter, rouler le long de cet entonnoir au fond duquel guette la flamme. Du coup, la promenade me semble vraiment prématurée et je reste là indécis.
Mais la chaleur sous mes semelles se fait insupportable. Je ne puis l'endurer que si je me déplace. 10 secondes d'immobilité sur ce seul ennemi, au travers duquel fusent des gaz brûlants, et déjà la plante des pieds me cuit. L'alternative se fait plus urgente de où en étais-je? Voilà, l'alternative se fait plus urgente de seconde en seconde, le bond ou la retraite. Ça y est, j'ai atterri en aval de la fissure. Des cendres glissent, mais je m'arrête sans trop de peine. Comme il arrive souvent, la crainte suscitée par l'obstacle m'en avait fait surestimer l'importance. Pas à pas, je m'engage à présent sur la large muraille de débris scoriacés qui borde le précipice. Les explosions se succèdent, toujours à une cadence régulière, 60 à 80 secondes d'intervalle, et j'en suis tout ragaillardi. Avec une satisfaction certaine, je note qu'il est bien rare que 2 bombes d'une même salve tombent à moins de 3 mètres l'une de l'autre. L'intervalle moyen semble être de plusieurs pas. La chose est encourageante. L'un des grands avantages de ce genre de bombardement, comparé à ceux de l'artillerie, réside dans la relative lenteur de la retombée des projectiles que l'œil suit aisément. Et puis ces obus n'éclatent pas. Mais quel fracas, quel rugissement énorme et continu produit leur expulsion des entrailles de la terre. Je profite d'un bref répit pour traverser rapidement le délicat secteur nord-est, puis je m'arrête quelques secondes, le temps de voir jaillir et retomber en avant de moi une nouvelle volée et repars à la conquête du secteur nord. Ici, la crête s'amincit jusqu'à ne plus former qu'une arête où la marche est malaisée et l'équilibre si précaire que je me vois forcé de poursuivre très légèrement en contrebas sur le flanc extérieur. Petit à petit, tandis que j'avance dans le tumulte, un enthousiasme me gagne. L'impératif immédiat de l'action a chassé bien loin toute panique. Et sous la peau cuite des joues et la contraction des pommettes, je sens mes lèvres serrées s'étirer comme d'elles-mêmes en un sourire de joie. Mais attention, l'intensification subite de lumière m'avertit que j'approche d'un point situé dans le prolongement de la cheminée ardente. Celle-ci, en effet, n'est pas verticale, mais légèrement inclinée en direction du nord-ouest. Et d'ici, le regard peut déjà y plonger sans obstacle. Ces entrailles terrestres d'un jaune éclatant semblent ondoyer de chaleur. Le spectacle est tellement sensationnel que j'en reste figé. Soudain, avant que j'aie pu esquisser un mouvement, le jaune vif est passé au blanc, en même temps que je perçois une secousse sourde au travers du corps, et un fracas de foudre m'éclate aux oreilles. Déjà fuse la décharge des blocs incandescents. Immobile, la gorge serrée, je suis des yeux les bouquets de boulets rouges qui s'élèvent en courbes lentes et parfaites. Bref, instant d'incertitude. Puis la grêle de feu. Cette fois, l'avertissement a été trop bref. J'ai du mal à tourner les pages, voilà. Cette fois, l'avertissement a été trop bref. Je suis allé trop loin en arrière. Voilà. Oh mince, elle colle. Moi, j'ai les doigts qui ne sont pas bons. Voilà. Je suis dedans en plein. Les épaules levées, le cou rentré, le menton en l'air, le derrière aussi effacé que possible, je scrute au-dessus de moi cette voûte de sinistres piaulements. Tout autour, des bombes s'écrasent, pâteuses encore, en une succession de plops étouffés. Une masse sombre semble avoir surgi, Une masse sombre semble m'avoir choisi, fonce droit vers mon visage. D'instinct, je fais un bond de côté et sens le paquet s'aplatir à quelques centimètres de mon pied gauche. Je voudrais regarder, mais ce n'est pas le moment. Nouveau projectile, nouveau pas d'esquive, l'impact tout proche. Puis, d'un coup, les vrombissements s'espacent, encore quelques sifflements, l'averse a pris fin. Avez-vous déjà imaginé l'état d'âme d'un escargot sortant de sa coquille, le danger passé ? Ainsi, ma tête engoncée se dégage progressivement du cou, mon dos courbé se redresse, les bras se déplient, les mains se rouvrent. Bon, il s'agit de ne pas traîner dans le secteur. Je me remets en marche.
Déjà, les 3/4 du cratère ont été contournés et me voici dans l'intervalle entre les zones particulièrement battues du nord et de l'ouest. Je puis reprendre pied sur l'arête elle-même. D'ici, je surplombe presque le gouffre tonnant et mon regard y tombe tout droit comme une pierre avalée par l'abîme. Après tout, ce n'est rien d'autre qu'un tunnel. Un tunnel vertical de 10 ou 15 mètres de large, aux parois si surchauffées qu'elles s'étirent comme une pâte et que parfois s'en détachent d'énormes gouttes de feu, éclatante suée qui choit et disparaît or sur or, bu par le fond éblouissant. Même les vapeurs brunâtres qui émanent du gouffre ne parviennent pas à en voiler la splendeur. Ce n'est rien qu'un tunnel, foré dans de visqueuses draperies couleur de cuivre rouge, mais qui donne sur la substance même d'un autre univers. L'impression est si extraordinaire que j'en ai oublié l'insécurité du lieu et la maudite cuisson des pieds. C'est machinalement que je continue de soulever le gauche puis le droit. L'esprit, lui, est happé par ce puits ardent d'où monte sans arrêt un ronron formidable, coupé par des éclats secs et des craquements de tonnerre. Je me jette en arrière. Le train de projectiles me ronfle au visage. À nouveau contracté, cherchant d'instinct à offrir la moindre cible, je repasse par ces affres que je commence à connaître, pris dans le jeu précis des anticipations et des esquives. Je souligne, je relis cette phrase, pris dans le jeu précis des anticipations et des esquives. Il faut savoir que Tazieff était champion de boxe et que les anticipations et les esquives, il connaît. Fini. Un dernier coup d'œil au gouffre merveilleux et terrible. Je m'apprête à repartir pour achever ce brûlant périple de 200 mètres quand un coup subit me frappe au dos. Une bombe attardée. Le souffle coupé, je m'immobilise. Un instant se passe, j'ose lentement tourner la tête. À mes pieds, une espèce de grosse miche rouge s'assombrit. J'étends les bras, remue le dos, rien ne fait mal, tout semble à sa place. Plus tard, examinant ma veste, j'y découvrirai une tache brunâtre, légèrement carbonisée, grande comme la main. Et j'en tirerai une conclusion précieuse pour mes explorations à venir, à condition de ne pas porter de plein fouet les bombes volcaniques qui retombent à l'état encore pâteux, mais enveloppées d'une sorte de peau élastique très mince, glissent sur l'obstacle sans avoir le temps de le brûler profondément. Je repars en courant aussi légèrement que le permettent mes 75 kilos. Il faut traverser au plus vite cette partie du pourtour, l'une des plus exposées. Mais une fumée imprévue m'assaille, je suffoque. Mes yeux se ferment, pleins de larmes piquantes. Je suis pris dans un nuage de gaz rabattu par l'alizé. Étouffement, sensation d'avaler une ouate sèche et corrosive. Ma tête s'affole. Allons, surmonter à tout prix le désarroi. Avant tout, ne pas aspirer cet air empoisonné. À tâtons, je fouille dans une poche. Zut, pas celle-ci, l'autre, non. Enfin, je sors un mouchoir et les yeux toujours fermés me l'appliquent sur la bouche. Puis, titubant, j'essaie de franchir l'exécrable nuée. Je ne fais même plus attention aux décharges qui se succèdent, trop anxieux que je suis d'émerger de cet enfer avant de perdre toutes mes forces. Je m'épuise de plus en plus, je vacille. L'air filtré par le mouchoir permet de subsister, mais reste trop vicié, trop rare pour soutenir l'effort de cette course angoissée sur un terrain aussi instable. Les gaz sont trop concentrés, la gueule qui les vomit trop proche. À quelques pas devant moi, j'entrevois le mur abrupt du Beksöm-Mittal que j'ai quitté par son autre versant. Il y a de cela bien un siècle, je crois. Les brumes délétères lèchent cette paroi presque verticale, haute de 2 tailles d'homme. Elle est si proche. Mais je comprends tout de suite que jamais je n'aurai la force de l'escalader. En moins d'une seconde se bousculent dans mon esprit les rares solutions à ce problème de vie ou de mort. Tourner le dos au cratère et dévaler d'ici la pente extérieure, cette pente qu'arrosent les averses de feu les plus serrées? Non. Faire demi-tour sur la corniche elle-même? De toute façon, faire demi-tour. Et fuir ensuite, en dégringolant la pente nord, trop bombardée elle aussi. D'autant plus qu'au cours d'une telle descente, il ne serait plus loisible de surveiller en l'air l'arrivée des blocs de lave. Il ne reste qu'une issue, rebrousser chemin tout le long de l'arête circulaire, sur plus de 100 mètres, jusqu'au bord oriental où ni gaz ni projection ne sont assez concentrés pour être inévitablement mortels. J'ai fait demi-tour, je trébuche,
je trébuche, tombe à quatre pattes et du coup découvre ma bouche. La bouffée de gaz que j'avale fait mal, les poumons râlent, des scories brûlantes se sont incrustées dans mes paumes. Je n'en sortirai jamais. Les 15 ou 20 premiers pas de ce retour dans les âcres vapeurs de soufre et de chlore sont un lent cauchemar où nul pas ne gagne de terrain, où nulle inspiration n'apporte d'oxygène. Les menaces des bombes, elles ne comptent plus. Seuls existent ces gaz, de l'air, de l'air. Je me suis retrouvé sur le bord oriental, aspirant avidement l'air salubre apporté par le vent, me lavant les poumons de profondes goulées fraîches sans pouvoir m'en rassasier. Comme ce rebord est large et commode, quel lieu édénique comparé à l'enfer suffocant et torride dont je me suis enfin extrait. C'est ici cependant que j'étais si anxieux et si tendu, il y a moins d'un quart d'heure. Quelques lampées d'Alizé ont dissous l'angoisse. La vie vaut à nouveau d'être vécue. Je n'éprouve plus l'envie de quitter ces lieux au plus tôt. Au contraire, je sens renaître l'ardeur de la découverte. Mes regards de nouveau se tournent vers la bouche, d'où jaillissent sporadiquement des volées de mitraille. Parfois une explosion plus forte m'oblige à surveiller les retombées, ce qui interrompt pour un moment ma danse d'un pied sur l'autre, cette tresca, cette bourrée des damnés harcelés par le feu dont parle Dante. Certes, je me suis aperçu que le choc de ces bombes n'est pas forcément fatal, mais je ne tiens pas du tout à vérifier d'aussitôt cette constatation. Les parois internes du cratère n'offrent pas partout la même inclinaison. Pratiquement verticale, voire surplombante au nord, à l'ouest et au sud, ici à l'est, la pente ne descend pas à plus de 50 degrés. À condition d'y aller délicatement, 50 degrés, n'est-ce pas praticable? Descendre au cœur même du volcan, je m'étonne un instant de ma propre folie, n'importe, c'est trop tentant. C'est typique du Taziev typique. Jean-Christophe pourra vous raconter tout à l'heure, oui, 7h30, et il est eh ben, je vais abréger très rapidement tout ça. J'avais prévu de faire 1h30, mais je vais être beaucoup plus bref. Jean-Christophe pourra témoigner de leur expédition au volcan Erebus en Antarctique et la tentation de ces jeunes gens qu'ils étaient, pour un Taziev plus âgé, de faire du Taziev à l'Erebus. Le Taziev que je décris ici, il leur a interdit de le faire. Je vais donc abréger, puisqu'on doit terminer dans 10 minutes. Je vais vous passer quelques images et commenter. Alors ce livre... Oui. C'est 20 heures, mais il faut de la place pour les questions. Oui, d'accord, oui. Comme il faut de la place pour les questions, je vais me faire plus bref. Ce livre, Cratères en feu, que j'ai mis là, c'est vraiment un livre fondateur. Il y a dans ce livre la description phénoménologique du phénomène volcanique, qui est tout à fait remarquable, qui est très sensible, et c'est une volcanologie sensible, celle de Taziev. La volcanologie actuelle, c'est une volcanologie de technologie. Et les techniciens que sont les chercheurs scientifiques bardés d'appareils ne peuvent plus, comme Taziev, ressentir les choses qui sont indicibles, qui sont très ténues et que tout le corps ressent. Il exprime, c'est tout le corps qu'il ressent, et ça lui permet de comprendre beaucoup plus finement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors ce que c'est qu'une éruption volcanique. Et un volcan n'est pas un autre volcan. Et donc, c'est comme le médecin de famille disait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment retourner en permanence sur les mêmes volcans pour les connaître comme le médecin de famille connaît ses patients. Ce que je voudrais quand même pouvoir vous lire, parce que ça, j'estime que c'est très très important, c'est... Alors, où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Je vais y arriver. Voilà, j'habite en Auvergne, à la limite de l'Auvergne et de l'Ardèche, qui
n'était pas dans la région Auvergne, qui est une région de volcans. L'Ardèche et la Haute-Loire, où j'habite, c'est une région de volcans. C'est une région de volcans qui, comme la chaîne des Puys, très bien connue dans le Puy-de-Dôme, ce sont des volcans dont un certain nombre d'éruptions ont été contemporaines des gens qui habitaient dans ces contrées-là à l'époque. C'était il y a des dizaines de milliers d'années. Et Taziev dit à propos de ces volcans éteints d'Auvergne, lorsque l'occasion me fut enfin donnée de parcourir et découvrir à mon tour les volcans assoupis de l'Auvergne, ce fut à un petit opuscule de M. Aimé Rudel que je demandai de me piloter. Grâce à lui, je pus profiter au maximum des quelques jours dont je disposais et trouver ainsi guidées les splendeurs cachées de ces volcans, leur signification du point de vue de l'homme, signification historique et préhistorique, ainsi que leur passionnant côté géologique, cette analyse que les pays du Massif central permettent des mécanismes mystérieux, de plus spectaculaires des phénomènes géologiques. Ce premier captivant et trop bref séjour fait dans cet essaim de volcans, apparemment éteints, m'a laissé une nostalgie profonde. Nous avions passé des journées entières à errer sur les immenses plateaux de lave, à chercher les orgues basaltiques superbes, parfois les chaussées de géants, les étranges cheminées des fées, les cratères parfaits. Et Taziev poursuit, j'ai pas la citation, elle disparaît dans les profondeurs de l'ordinateur, mais Taziev poursuit en disant que les artistes qui ont orné la magnifique grotte de Lascaux ont certainement observé, vu ces éruptions telles que nous les voyons aujourd'hui sous forme de volcans éteints, mais lorsqu'ils sont entrés en éruption, ces hommes préhistoriques n'ont pas pu manquer le spectacle. Et j'ai moi-même pu, à force de travailler Taziev dans le coin que j'habite de cette bordure sud-est du Massif central, j'ai pu découvrir que des éruptions étaient présentes dans les fresques de la fameuse grotte Chauvet au Pont d'Arc en Ardèche. J'ai même pu identifier sur un dessin qui se trouve dans la grotte Chauvet, étudié par les scientifiques qui ont reproduit ce dessin pour en comprendre les signes. J'y ai vu pratiquement immédiatement une éruption très rare. C'est une éruption sans magma, une éruption de gaz volcanique dont le réservoir se brise en quelque sorte. Des millions de mètres cubes de gaz volcanique jaillissent à travers les eaux du lac qui remplissent le cratère, projettent les eaux du lac en l'air et en retombant, ces eaux du lac provoquent un débordement violent des eaux du lac et qui crée une sorte de petit tsunami local qui asphyxie immédiatement parce que le gaz volcanique, le CO2, se substitue à l'atmosphère et asphyxie toute vie mammifère, humaine comprise. Ce phénomène s'est produit il y a 36 000 ans au lac d'Issarlès, qui est un lac volcanique, et il est décrit dans une fresque de la grotte Chauvet. J'ai pu trouver les traces du phénomène et les faire identifier par l'un des grands spécialistes de ce type de phénomène, qui s'appelle Thierry Desrousseaux, qui a découvert que ce phénomène avait affecté le lac Pavin en Auvergne au XIIIe siècle. Donc cela signifie que, et Taziev l'avait pressenti, ça signifie que nous sommes fascinés par le spectacle du mariage par le feu de la terre et des cieux. J'en ai déduit que très probablement nous sommes les seuls animaux fascinés par le spectacle de catastrophe. Animaux fascinés par le spectacle de catastrophe, c'est l'humain. Et l'humain doit en faire le récit pour abaisser le niveau d'angoisse, doit trouver une explication. Et les fondements des mythologies, les fondements des cosmogonies se trouvent peut-être dans le rapport humain au phénomène éruptif. Et Taziev, parce qu'il a fait, il est allé au bout de cette fascination pour la montagne en feu, il a fait avancer d'une façon considérable les sciences de la Terre. Je ne vais pas aller plus loin pour qu'on puisse discuter. C'est plus intéressant de discuter, de répondre aux questions que d'écouter mon bavardage. Je vous remercie. Tu dis ? Ah oui, d'accord. Je vais vous montrer, Jean-Christophe me demande, je vais le faire, de vous montrer ce fameux
tableau de la grotte Chauvet. Le voilà. Vous voyez, vous voyez là un cerf mégacéros. Je vais vous montrer ça. Oh oui, mais comme lui ne marche plus, c'est pas grave. Voilà. À nos âges, voyez-vous, on met un peu les pieds dans les fils. Alors, ici, vous avez un cerf mégacéros, c'est un cerf préhistorique. Là, vous avez l'échine d'un rhinocéros, la grande corne du rhinocéros. Les oreilles sont toujours stylisées comme ça dans les fresques de la grotte Chauvet, les fresques d'Ineros et son échine. Vous voyez ces grandes gerbes blanches là, et cette espèce de masse blanche, ce serait le lac d'Issarles. Hein, comme tout le monde connaît le lac Pavin, enfin beaucoup de gens connaissent le lac Pavin, c'est la même chose en Auvergne et en plus grand. Et là, des grandes gerbes blanches qui pour moi figurent l'éruption des eaux du lac, du fait d'une éruption gazeuse, strictement gazeuse, sans émission de magma, de lave. Au-dessus, donc ayant vu ça comme ça, pourquoi j'ai pu le voir? Parce que, un, je connais très bien le terrain. Deux, je connais très bien les scientifiques, les travaux des scientifiques qui ont étudié le phénomène, notamment Jean-Christophe Sabroux, pour un phénomène du même ordre qui s'est passé en 1986 au lac Nyos au Cameroun et que Jean-Christophe a très très bien étudié. Et donc, je connais leurs travaux, et ceux du lac Pavin aussi. Et nanti muni de ce savoir, de cette information, vulgarisée par de bons vulgarisateurs, j'y ai vu l'éruption gazeuse, gazohydrique je dirais, parce qu'il y a beaucoup plus de gaz que d'eau qui sont en jeu. Et au-dessus, j'y ai vu ce cône que vous voyez là, j'y ai vu un volcan qui s'appelle le Cherchemus, qui est juste au-dessus du lac. Et au-dessus, voilà le curieux signe qu'il y a là au-dessus, le mont Mézin, au pied duquel j'habite. Et donc nous aurions là la représentation d'une petite vallée, la vallée de la Véradère, qui fait 16 km depuis là jusque-là, et qui est présente, qui a été reproduite, qui a été gravée en quelque sorte, dessinée sur une paroi il y a 36 000 ans. Donc je me suis dit, si j'ai raison, je devrais trouver aux abords du lac la trace qu'il y a eu ce phénomène. Il m'a fallu 4 heures pour découvrir ce qui m'a paru être la trace du phénomène, en ce sens que voilà, je me suis dit, s'il y a un débordement violent des eaux du lac, il y a un charriage très violent qui racle tout sur son passage et qui, en bout d'énergie, plop, plop, il y a des tas de boues qui se forment, mais qui finissent par former un paysage un petit peu incongru, c'est-à-dire qu'il y a des formes du paysage qu'on s'explique pas bien, parce que elle devrait pas se trouver comme ça. Le paysage à cet endroit-là devrait pas avoir ces formes-là. Et donc j'ai demandé à Thierry Delrosso, qui est un hydrogéologue, grand spécialiste des circulations hydrothermales et des eaux d'Auvergne, hein, qu'on met en bouteille avec du gaz dedans, enfin des eaux gazeuses, des eaux naturelles gazeuses, et est vraiment un géologue spécialiste de l'Auvergne, et qui lui a découvert, avec un autre qui s'appelle Pierre Lavina, ils ont découvert que dans la vallée de la Couze-Pavin, il y a eu ce phénomène, et il a pu l'établir en analysant de tels types de dépôts. Et comme je connais leurs travaux, c'est ce qui m'a donné l'idée de le faire. Donc il est venu, il a prélevé des échantillons dans les dépôts que je soupçonnais être la trace du phénomène, et sa conclusion est même cause, mêmes effets. Les granulométries sont la même ici qu'au lac Pavin, même cause, mêmes effets. Ce qui s'est passé au Pavin s'est passé au lac d'Issarles. Ça signifie, pour autant qu'une contre-expertise scientifique se fasse, et je l'attends depuis 10 ans, puisque c'est en 2015 que j'ai fait cette hypothèse-là, mais ça coûte rien, hein, ça coûte l'essence pour y aller, et puis une journée de travail pour faire les granulométries. Mais personne ne veut le faire. Bon, tant que personne ne vient contredire le travail, l'expertise de Delrosso, c'est la vérité scientifique jusqu'à ce qu'on nous démontre qu'on s'est gouré. Mais si c'est exact, ça veut dire qu'un message émis il y a 26 000 ans, avec une économie de moyens incroyable, pour émettre un message. Aujourd'hui, pour émettre un message, on utilise des outils qui sont d'une technologie extrêmement complexe, auxquels nous ne comprenons rien. Mais là, c'est une paroi qui se prête à tout sauf au dessin,
un bout de charbon de bois, une torche, et puis le corps humain et le geste libre de la main. Et ce message émis il y a 36 000 ans, je le reçois 5 sur 5 aujourd'hui, comme si il était écrit en dessous de quoi il s'agissait et où ça se trouvait avec les coordonnées GPS, puisqu'il m'a fallu 4 heures pour identifier le machin. Ça veut dire que nous avons un invariant syntaxique sur 36 000 ans dans l'observation d'un phénomène volcanique, d'un phénomène éruptif, d'un phénomène de catastrophe, parce qu'il s'agit bien d'une catastrophe, puisque les animaux sont morts. Enfin, c'est l'hypothèse que je fais, parce que il n'y a pas d'animaux qui sont dans ces positions-là dans les autres fresques de Chauvet. Voilà, je voulais répondre à la demande de Jean-Christophe sur ce panneau. Voilà, je préfère qu'on débatte, qu'on discute avec vos questions. S'il y en a. Il n'y en a pas? Oui. Merci, monsieur. Merci. Oui, quand vous avez lu le premier chapitre, on voit les risques qui sont pris. Hein, vraiment un risque de vie même quand il parcourt le pourtour du cratère, etc. C'est quelque chose quand même d'assez impressionnant. Et puis après, vous avez expliqué que l'homme, il y avait une espèce de fascination qu'on voit donc chez Tertieff pour les dangers, le feu, etc. Est-ce que c'est pas ça aussi qui motive la recherche? C'est-à-dire que tant, bien sûr, que les phénomènes tels qu'ils sont décrits là ne sont pas expliqués par la science, eh bien, il y a cette fascination pour l'inconnu. Voilà, c'est peut-être une explication en tout cas, une partie d'explication, pardon. Oui, c'est une explication. C'est évidemment je pense que c'est vraiment la réalité pour les personnes qui ont cette curiosité d'aller chercher la raison de ce qui nous terrifie. Mais la majorité des gens ne vont pas aller au contact du danger. Si personne ne va au contact du danger, on est foutu, surtout qu'au temps préhistorique, nous n'étions pas nombreux. Si tout le monde y va, on risque d'être foutu, que tout le groupe y passe aussi. Et donc il semble naturel, dans l'espèce de génétique de ce groupement humain, que seulement une petite proportion de gens soient portés au comportement à risque, y compris au risque d'y laisser la vie. Parce que si des gens y vont, comme le père Tazieff, ils reviennent en ayant compris comment ça se passe et donc en pouvant fournir à tout le monde une explication raisonnable, raisonnée, qui abaisse le niveau d'angoisse. Quand il va, ce volcan s'appelle le Kituru, c'est au Congo, à la frontière du Rwanda. Au départ, quand il a fait ses premières explorations, enfin ses premières excursions sur cette montagne en feu, les bombes volcaniques étaient projetées très très loin. Et quand il y est monté la première fois, le niveau de lave était très proche de la margelle qu'il décrit. Et puis là, quand il y retourne, il constate que le niveau du magma est descendu très très bas. En fait, il est descendu de 1000 mètres. Et les bombes évidemment ne franchissaient plus le cratère qu'à quelques mètres et non plus des centaines de mètres. Et tout le monde attribuait ça au fait qu'il y avait un manque d'énergie dans le volcan. Non, mais ce que personne ne savait, c'est que ça variait comme un gazomètre qu'on vide. Et ça, c'est une observation fondamentale pour la compréhension du dynamisme éruptif, de ce que sont les éruptions. C'est que ce sont, comme disait Jean-Christophe, les gaz qui sont le moteur de l'éruption. Et ça, on ne le savait pas avant. Mais il a pu le constater parce qu'il avait, comme vous dites, ce sens du défi. On voit bien aujourd'hui, avec ce qui se passe sur Internet, il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables par défi. Et donc, il y a des concours de défis comme ça, mais tout le monde ne le fait pas. Par contre, tout le monde est fasciné par le spectacle de catastrophe. Et ça, prenez l'Apocalypse selon saint Jean. Est-ce que ce n'est pas un spectacle de catastrophe qu'on résout par le fait qu'après, tout devient paradisiaque? Et l'éruption volcanique, c'est une catastrophe qui fascine tout le monde à partir du moment. Une fois qu'on se sent hors de danger, quand on se sent en danger, on fout le camp. Mais on se sent hors de danger, on se retourne, on ne peut plus quitter les yeux si on se sent hors de danger. Mais pareil pour une inondation. Mais après l'éruption volcanique qui détruit tout, la vie renaît encore plus forte qu'avant. Est-ce que l'Apocalypse selon saint Jean n'est pas une sorte de métaphore de l'anthropologie humaine du
spectacle éruptif? Je me pose la question. Et je réponds à cette question dans j'ai fait un petit essai d'anthropologie du volcanisme qui est là, très heureux, c'est pas cher. Est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre avec Cousteau Oui. Oui. J'avais prévu, on pourrait peut-être le faire, passer. Il y a une émission, c'était en quelle année, je ne sais plus. Voilà, une émission sur la question du. Ben Jean-Christophe, tu peux le présenter? Non, mais je ne sais pas où c'est dans ton diaporama, là, parce qu'il y avait beaucoup de choses, dont effectivement cette émission, si on arrive à se connecter à la... Mais il y a beaucoup d'autres choses dans ton déroulé, là. Oui, je l'ai vu passer, là. Oui. Voilà. Vas-y doucement. Tu ne vas pas parler du puits. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Cette émission, on l'a vue, on la voit, on la revoit. Oui. Son intérêt, c'est que Cousteau, Tazieff et Paul-Émile Victor étaient réunis pour parler du changement climatique. C'était en 1979. Ça a donné lieu, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, je ne sais pas combien de centaines de milliers de vues. Tu arrives à connecter? Non. Ouais. Fais escape et reconnecte. Là-haut, oui. Là-haut, non, là, oui. Donc une empoignade, surtout entre Cousteau et Tazieff, Cousteau ne pensant que l'effet de serre n'était pas... Vous commencez à m'échauffer les oreilles avec votre effet de serre. Et Tazieff, avec l'aide de Claude Lorius, qui était un glaciologue qui a pu reconstituer l'histoire du climat avec les carottes de glace, et conseillé par Claude Lorius, Tazieff lui disait si l'atmosphère s'enrichit en gaz carbonique, la température moyenne de la Terre augmentera. 79. C'est ce qu'on observe maintenant, et on l'observe à une vitesse bien plus grande que celle qu'on pouvait imaginer en 79, surtout sur les 20 dernières années. Mais alors, c'est ici que nous abordons les questions posées par les téléspectateurs. Il y en a une qui concerne la menace de réchauffement. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'il fasse fondre la glace autour? Vous voyez les conséquences auxquelles pense d'état de genre. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a calculé... Le niveau de la mer va monter. Oui, si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact. Mais ce ne horrible. sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Expliquez-nous comment. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui prospère d'autant plus. Oui, mais on détruit la forêt. Non, mais attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de la mise en place... 15 000 ans, ce sont les calottes qui... La mise en place de la civilisation industrielle, entre guillemets, le risque n'est pas réel.
C'est ça la question. C'est ça la question, oui. Et Non. en plus, le risque Mais écoutez, concerne mes aussi amis, bien la mise le risque ne vient pas tellement du CO2. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Nous parlons de l'Antarctique. Oui. Alors, Bon, mais l'Antarctique, le jour où on fera des mines de charbon et où on fera des forages pétroliers avec les mêmes succès qu'au Mexique en Antarctique, ben on verra ce qu'on verra. Oui, parce que le plus grand danger, il n'y a pas de doute aujourd'hui, c'est les forages offshore. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de plus grand au point de Et vue les mines danger de d'une charbon. façon générale. Mais on n'en est pas encore là dans l'Antarctique. Bien sûr, loin. Enfin voilà, donc c'était un échange musclé. Oui, j'ai lu dans votre livre que Haroun Tazieff était anti-nucléaire et qu'il aurait voulu plus développer la chaleur, la géothermie exactement. Et je vois que les choses n'ont pas du tout évolué dans ce sens-là en fait. Et c'est pour cela que vous dites qu'il n'a pas été écouté. En fait. Oui. Pour le coup. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc, Oui, alors il n'a pas été écouté sur beaucoup de choses, notamment une chose dont je n'ai pas eu le temps de parler, sur les scandales, c'est-à-dire le scandale par la corruption. J'ai un petit livre là aussi de lui qui s'appelle La Terre va-t-elle cesser de tourner, qui est très intéressant sur ce plan, qui est très intéressant aussi sur la méthodologie qu'il a voulu mettre en place en ce qui concerne la prévention des risques et aussi la gestion des catastrophes une fois qu'elles sont arrivées. Ce livre-là, qui est à 10 €, oui je crois, peut-être 5 même, ce livre-là a été écrit en 89. À ce moment-là, il n'était pas encore partisan de ce que le CO2 d'origine industrielle devenait un facteur important de gaz à effet de serre. Il a viré sa cutie juste après parce qu'il disait c'est la vapeur d'eau qui est le principal gaz à effet de serre. Mais concernant le nucléaire, je vais encore demander à Jean-Christophe de répondre à votre question parce qu'il est beaucoup plus informé que moi, il est au cœur du sujet, lui. C'était sur la géothermie. Oui, nucléaire et géothermie. Oui. En France, on n'a pas de géothermie, en France métropolitaine, de géothermie haute énergie, c'est-à-dire de géothermie qui permettrait de faire de l'électricité. Donc on peut faire de l'eau chaude. La situation est très différente en Guadeloupe, en Martinique, peut-être à La Réunion. En Guadeloupe, on a une usine géothermique à Bouillante qui produit quelques mégawatts d'électricité. La question du chauffage, justement, c'est lié au nucléaire. On fait des forages géothermiques en ville, sous la maison de la radio, enfin en banlieue parisienne, dans l'Île-de-France, beaucoup. Il y en a sans doute aussi dans l'Aube. Mais c'est une énergie très dispersée. Il faut des tuyaux et conduire de l'eau chaude sur des longues distances. C'est difficile et on perd beaucoup de calories. Et alors, si on parcourt la France par des tuyaux d'eau chaude, on va forcément passer à côté d'une centrale nucléaire qui, elle, produit énormément d'eau chaude. Donc là, la géothermie ne présenterait plus aucun intérêt. Le problème, c'est que les ingénieurs d'EDF, et on les comprend, ils ont travaillé à améliorer le rendement de leur centrale, c'est-à-dire en faisant les rejets à la température la plus basse possible. Et trop basse pour qu'elle est si basse qu'on rejette l'eau dans les rivières. Donc trop basse pour chauffer les logements. Et ce serait pour eux un crève-cœur de diminuer le rendement de leur centrale nucléaire pour faire de l'eau à 90 degrés, rejeter dans des tuyaux de l'eau à 90 degrés. Et puis non, puis il n'est pas certain que la population accepterait d'avoir de l'eau en provenance d'une centrale nucléaire qui circule dans ses radiateurs, hein, même si c'est un circuit secondaire qui n'a absolument rien à voir. Donc ça s'appelle la cogénération et ça n'a pas avancé en France. Donc et il est vrai qu'on aurait pu faire mieux en géothermie basse énergie.
Et j'ai l'impression que c'est quand même en train de revenir, puisqu'on parle beaucoup d'isolation des bâtiments, et chaque calorie compte, et je crois qu'on s'est remis à faire des forages pour le chauffage des habitations. Mais on ne fera jamais d'électricité en France. Les Italiens en font, mais les Italiens ont des volcans actifs. En Italie continentale, voilà. Si ça répond à votre question. Oui, alors il y a des volcans qui sont au repos chez nous et qui reprendront de l'activité. Je me souviens qu'en 2009, pendant que Thierry Del Rosso et ses copains faisaient leurs travaux autour du lac Pavin, parce que c'est eux qui avaient découvert que sur les terrains autour du lac Pavin, ils avaient fait des forages et il y avait des dégazages très très importants avec une composition de gaz. Il y avait 5 gaz qui correspondent aux gaz dépannage éruptif, enfin dépannage de volcans en éruption. Sur les 7 gaz caractéristiques, il y en avait 5, et avec des débits pour certains de ces gaz, des débits qui leur paraissaient énormes et fluctuants. Parfois il n'y avait rien, parfois il y avait beaucoup. Et donc j'y ai amené un des collègues de Tazieff et de Jean-Christophe, François Le Guern, qui était un très grand spécialiste de ces gaz, qui avait une expérience de tous les volcans du monde. C'était à l'époque probablement le volcanologue le plus expérimenté des différents volcans en activité de la planète. Et donc il est venu avec ses tubes doseurs de CO2 et il a plongé, je le vois encore plonger son tube dans le petit forage qu'ils avaient fait pour mesurer les débits de gaz, et il le tient comme ça pendant quelques secondes et puis il dit « Oh, c'est un volcan actif !» Comme ça. C'est un volcan actif. C'est-à-dire que pour lui, le nombre de parties par million de CO2 dans l'échantillon était... Ah oui, c'est sous la Terre, donc ça provient du magma. Hein, et puis ça dégaze avec un débit de volcan actif, mais par intermittence. Voilà. Et donc le lac Pavin est un volcan qui est aujourd'hui très très surveillé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça commence à changer. La préfecture ne voulait pas qu'aucune information filtre auprès de la population. Ce qui est tout à fait contraire à la philosophie qu'avait Tazieff de la prévention des risques. Il faut éduquer les gens aux risques et pas leur cacher les choses. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ou Jean-Christophe, tu veux apporter un complément? J'ai d'autres diapos à montrer, oui. Oui. On a encore le temps? Oui. Oui, on peut s'arrêter maintenant, oui, bien sûr. Bon, mesdames et messieurs, nous allons nous quitter. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. Ne courez pas à la télévision rapidement, vous avez le temps. Et puis on se retrouve le vendredi 13 juin, avec deux spécialistes de l'économie, ce qu'on appelle l'économie politique. Mais ce n'est pas de la politique, c'est l'économie politique. Ça s'appelle comme ça. Il y aura le vice-président de l'université de Perpignan et un professeur d'économie de l'université de Perpignan. Au revoir à tous. Merci.